Avant de commencer la vidéo, je tiens à dire un grand merci à toutes les personnes qui ont regardé la précédente vidéo sur l'Empire de France. C'est devenu en quelques semaines la vidéo la plus populaire de la chaîne et je vous en remercie énormément. N'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter, ça me fait très plaisir. Bon visionnage. L'Empire français, autrefois le plus grand et le plus puissant du monde, est entré dans une phase de déclin progressif dès 1911 à la mort de Napoléon III. Certains pays colonisés commencent à revendiquer leur indépendance et un fort sentiment nationaliste émerge dans les colonies. L'Empire hésite et Napoléon IV n'a aucune idée du chemin à suivre. Il s'entoure alors de conseillers, d'hommes d'affaires et de généraux peu scrupuleux et malhonnêtes afin de redresser l'Empire. Jusque-là, l'Empire français maintenait la paix grâce à constante montée en puissance. D'année en année, les citoyens de l'Empire jouissaient de bien meilleures conditions de vie. Mais depuis 1950, cette période est terminée. Après presque 130 ans de domination absolue dans le monde entier, l'Empire de France commence à se faire devancer par les puissances russes, anglaises ou nord-américaines. Dans les colonies, les révoltes sont nombreuses, notamment à cause de l'esclavage, une pratique illégale depuis 1899, vue comme barbare et rétrograde, mais encore massivement pratiquée, surtout en Afrique. En effet, dans notre réalité, l'Empire s'est grandement aidé de la traite d'esclaves importés d'Afrique ou d'Asie afin d'accroître son économie. Il s'est également entouré d'empires ou de pays esclavagistes comme les États confédérés ou l'Empire ottoman, deux puissances qui ont fondé toute leur économie autour de leurs esclaves. Mais en 1950, les mentalités ont changé, et les citoyens des colonies en ont assez de voir leurs amis ou des membres de leur famille leur être enlevés pour travailler dans des mines de cobalt ou de lithium afin de pallier à la demande croissante, notamment pour les télévisions et d'autres appareils électroniques. Cependant, tout n'est pas noir pour l'Empire. L'Empire français reste la première puissance mondiale, technologiquement, militairement et culturellement parlant. Son modèle s'est exporté aux quatre coins du monde, et c'est l'Empire qui a amené toutes les révolutions industrielles du monde. C'est également l'Empire français qui a révolutionné la vie de ses citoyens en leur apportant plus d'un siècle d'opulence et de paix. Après ce petit point géopolitique, on va voir plus en détail comment l'Empire français a décliné durant le XXe siècle. Napoléon IV va régner 50 ans, de 1911 à 1961. C'est sous son règne que l'Empire débute une phase de déclin. Napoléon IV était un passionné des sciences et des nouvelles technologies. Il a détourné de l'argent et financé avec l'argent des impôts des citoyens français de grands projets scientifiques très poussés pour l'époque et principalement tournés vers la conquête spatiale. C'est grâce à ces financements illégaux que l'Empire a maintenu son influence technologique dans le monde et a pu pour la première fois dans l'histoire de l'humanité permettre à les hommes de poser le pied sur la Lune ou d'explorer la surface de Mars. Le problème, c'est que les voyages dans l'espace, ça coûte cher, extrêmement cher. Le financement de ces voyages spatiaux a créé de lourdes dettes pour l'Empire. Le second problème est que ces explorations spatiales ne sont pas du tout rentables. Même si cela était une première dans l'histoire de l'humanité, c'est réellement de l'argent jeté par les fenêtres. En plus d'être obnubilé par l'espace et ses mystères, Napoléon IV va négliger l'état de son empire, allant jusqu'à laisser ses généraux décider de quoi faire en cas de révolte dans les colonies. La plupart sont réprimés dans le sang. Le mécontentement des indigènes dans les colonies a explosé. Avec la création des ordinateurs et de la télévision, la demande en métaux tels que le lithium et le cobalt a elle aussi explosé. Pour pallier à la demande, certains se sont tournés vers une vieille pratique illégale, l'esclavage. Des prisonniers, des criminels, mais bien souvent de simples citoyens, arrachés à leur famille et forcés à travailler dans des mines où les conditions de travail sont affreuses et les morts fréquents. La demande est si importante que bien souvent les exportateurs ferment les yeux sur ces pratiques. L'esclavage ayant été aboli en 1899 dans cette réalité, ces méthodes d'exploitation sont absolument illégales, mais malheureusement très peu de gens s'en soucient. Les populations indigènes en ont de plus en plus marre de cette présence française et de violentes manifestations ou révoltes sont réprimées dans le sang, ce qui attise encore plus la colère des manifestants. En 1961, Napoléon IV meurt lors d'un accident de voiture. Son jeune fils, Ferdinand Ier, devient empereur de France. Cet homme avait de légers problèmes mentaux. Il était paranoïaque, ce qui ne se remarquait pas beaucoup pour le moment. Mais tout change le 17 juin 1982. Ce jour-là, Ferdinand Ier est en voyage au Congo afin de rencontrer les populations locales et de discuter d'une hypothétique indépendance du Congo. Mais après une rencontre dans un petit village, les gardes de l'empereur sont subitement tués et Ferdinand Ier est enlevé par un groupe de jeunes indépendantistes congolais. Il est séquestré et torturé pendant plusieurs heures avant qu'une unité secrète française parvienne à le libérer. Cela va profondément marquer l'empereur et ça va accentuer sa schizophrénie. L'empereur devient petit à petit persuadé que tout le monde veut le tuer ou lui faire du mal. Durant le reste de son règne, il va énormément restreindre les libertés des citoyens français. Il va également se désintéresser des affaires de l'État, il reste cloîtré dans ses appartements
et refuse d'en sortir. Il laisse le pouvoir à ses généraux et à son oncle. Ces derniers vont perpétrer des dizaines de massacres dans les colonies, dus aux révoltes et aux mouvements indépendantistes. Sauf que de nos jours, dans ce scénario, les informations circulent beaucoup plus rapidement qu'à l'époque, et ces massacres sont bien plus médiatisés qu'avant. Nous sommes en 1982, rappelez-vous. La population française s'indigne de toutes ces violences. Des violentes manifestations secouent l'Empire tout entier, mais le nouveau régime autoritaire ne compte pas laisser ces manifestations se produire. Les généraux français, sans la moindre empathie, vont décider tout simplement de tirer sur la foule. Les manifestants se dispersent, la rage au ventre. Un couvre-feu est imposé et les rassemblements sont interdits. Une dictature impériale est mise en place. Cette dictature impitoyable va durer 11 années. En 1993, Ferdinand Ier est retrouvé mort pendu dans sa propre chambre. N'ayant pas eu de descendants, c'est son frère qui prendra le pouvoir, Charles Bonaparte Ier du nom. Lui et sa mère vont faire en sorte de purger le gouvernement de l'Empire de tous les généraux tyranniques, et une guerre civile va débuter. Celle-ci va durer 2 ans et elle opposera les soldats fidèles à l'empereur contre les hommes fidèles à la dictature. Elle sera assez sanglante avec beaucoup d'attentats et d'assassinats politiques. Mais la guerre est finalement gagnée par la dynastie Napoléon en 1995, après plus de 2 millions de morts et un empire à genoux. L'économie tout entière est en berne et l'empire est touché par le chômage de masse, la pauvreté et une insécurité grandissante. Bref, rien ne va plus et le peuple attend beaucoup de la part du nouvel empereur. Ce dernier hérite d'un très haut prestige et d'une immense admiration de la part de son peuple. Il a mis fin à la guerre civile et c'est également lui qui a éliminé les anciens tyrans. Charles Ier est adulé par son peuple. Malheureusement, il mourra 1 an plus tard, en 1996, dans un assassinat commandé par des anciens fidèles des généraux. Le 26 janvier 1996, au palais de Fontainebleau. Il sera enterré 1 mois plus tard à l'Hôtel des Invalides. Son enterrement sera un moment de deuil national pour cet empire français qui a trop souffert durant cette fin de XXe siècle. Charles II, son jeune fils, lui succède à l'âge de 17 ans. Tout se présente bien pour lui. Il hérite d'une situation complexe avec tout un tas de crises politiques et financières. Néanmoins, et c'est très important, le peuple français l'aime beaucoup. Il hérite du prestige et de la renommée de son père et du nom de sa famille. L'empire va mal, mais le peuple français a confiance en son nouveau dirigeant. Tout ce qu'il aurait eu à faire pour devenir l'un des empereurs les plus appréciés, ça aurait été de distribuer plus équitablement les richesses entre les riches et les pauvres, ainsi que de taxer les ultra-riches familles de l'Empire pendant une courte durée afin de relancer l'économie de la nation. Mais Charles II a de tout autres ambitions pour l'Empire. Une fois son prestige et son honneur obtenus, ainsi que ses fesses d'empereur torchées, il va tout simplement s'asseoir sur son trône et ne va absolument rien faire. Durant le restant de son règne, ces mesures sociales tant attendues se font attendre de plus en plus longtemps et n'arriveront jamais. Il fait donner des banquets, invite les puissants et les grands hommes d'Europe à des orgies organisées dans le palais de Fontainebleau, un endroit très important pour la mémoire du peuple de l'Empire. Un palais où résidait Napoléon Ier, ainsi que l'endroit où Charles Ier, héros de la nation, fut assassiné. Bref, un endroit presque sacré pour les Français. Et Charles II, pourtant au courant de l'importance de ce lieu dans la mémoire des sujets de l'Empire, va y faire venir des danseuses et organiser des fêtes pas très approuvées par le pape, ainsi que des banquets d'une richesse révoltante, alors que des dizaines de millions de Français crèvent la dalle. Charles II se fiche éperdument des affaires de l'État. Il délaisse la conquête spatiale, les financements scientifiques, ainsi que les indépendantistes. Il en a tellement rien à foutre de son propre empire qu'il va même jusqu'à accepter les déclarations d'indépendance de plusieurs pays de l'Empire, ainsi que de pays des colonies, sans aucune condition. Toutes ces actions sont bien évidemment médiatisées et le peuple français regarde avec horreur la déchéance et la souillure de ce qu'il reste encore d'honorable à leurs yeux sans pouvoir y faire grand-chose. Malgré les avertissements et ses soutiens, Charles II s'en fout royalement, c'est le cas de le dire, et continue ses banquets orgiaques, sous les yeux du peuple français. Son règne se termine le 18 mai 2004, le jour du bicentenaire de l'Empire. Ce jour-là, Charles II, pris d'un éclair de lucidité, se dit que son peuple a besoin de lui et décide de prendre sa magnifique limousine et d'aller fêter le bicentenaire avec une foule de Parisiens dont la plupart sont affamés. Il organise un immense banquet place de la Concorde. Avec les Parisiens affamés, il va créer un bordel monstrueux et les mouvements de foule feront 24 victimes et des centaines de blessés. La police ne pourra pas retenir la foule affamée et va tout simplement décider de partir, laissant Charles II sans protection. Enfin, vint le moment de chanter l'hymne national et rendre hommage au bicentenaire de l'Empire, ainsi qu'à tous les empereurs qui ont donné de leur sueur ou de leur sang pour bâtir cet empire français. Charles II refuse de chanter avec son peuple. Pris d'une vive lassitude, il se rendra sur son portable pour scroller quelques vidéos. Devant ce manque de respect envers l'Empire, la foule de Parisiens va lyncher Charles II.
Il reçoit des coups, des crachats, des injures et même des coups de couteau. Certains lui crèveront les yeux et lui arracheront ses précieux vêtements. Selon la légende, ce serait un de ces hommes de la garde royale, dissimulé dans la foule, qui aurait fini le boulot en lui tranchant la gorge. Charles II succombera en quelques minutes et aura droit à un enterrement digne d'une fête de village dans la Creuse, car pratiquement personne ne sera présent pour assister aux funérailles de cet empereur, qui malgré son prestige hérité, n'a rien fait pour arranger les dégâts dans son empire. Après la mort de Charles II, l'empire va imploser. Beaucoup de pays ont pu quitter l'empire tout à fait légalement et sont désormais indépendants. Le reste de l'empire s'est scindé en deux, une partie est et une partie ouest. L'est est dirigé par le cousin de Charles II, Henri Ier du nom, qui instaure un régime autoritaire, tandis que l'ouest est dirigé par Napoléon VI, un oncle de Charles II. Lui va conserver les idéaux bonapartistes et maintient la liberté des sujets de l'empire. Les deux empires vont se mener une guerre impitoyable de 2005 à 2018. Ce conflit va rapidement devenir mondial. Les alliés à la dynastie de Napoléon, comme l'Empire ottoman, l'Empire du Portugal ou les États confédérés, soutiennent l'Empire de l'Ouest dirigé par Napoléon VI. Tandis que les ennemis de la dynastie Napoléon, comme l'Empire britannique, les États-Unis du Nord ou la Russie, vont aider l'Empire de l'Est. Le conflit sera brutal et sanglant. 120 millions de gens y laisseront la vie. L'arme nucléaire, très performante en ce début de siècle, sera utilisée maintes et maintes fois, faisant encore plus de morts et détruisant des paysages, irradiant des vallées et polluant les océans. La guerre est finalement gagnée par l'Empire de l'Ouest après 13 années d'un conflit meurtrier. Napoléon VI sera couronné officiellement empereur par le pape, qui le qualifie du digne successeur de Napoléon Ier. Le bilan est lourd, très lourd. Plus de 120 millions de personnes vont mourir, dont 40 millions de Français, civils comme militaires. L'économie et la natalité ont subi des chutes astronomiques et les dettes de l'État français se comptent en centaines de milliards. Après cette guerre, l'Empire n'est plus en mesure de maintenir sa présence dans le monde entier. Beaucoup de pays colonisés prennent enfin leur indépendance et l'Empire ne lutte pas pour les récupérer. Cependant, certains restent sous la tutelle de l'Empire. L'Empire a perdu beaucoup de sa puissance, et ce sont désormais des pays d'Asie tels que le Japon, la Corée ou la Chine qui dominent dans les domaines technologiques. L'Empire se fait également devancer par les États-Unis du Nord, devenus un pays à part entière. Dans ce monde, le communisme n'a jamais vu le jour. Le modèle impérialiste est bien différent de notre réalité et beaucoup plus répandu. Les grandes familles royales sont les piliers de leurs États respectifs. Le modèle monarchiste est encore très présent et malgré quelques démocraties naissantes comme aux États-Unis ou en Chine, les monarchies sont encore très présentes partout en Europe et ont un pouvoir très important. Les monarchies absolues sont encore courantes, comme en Espagne ou au Portugal. Le monde est divisé entre les capitalistes et les monarchistes. Bon, tout ça c'est bien beau, mais il reste encore un problème, et un problème de taille qui touche le monde entier. L'écologie. Avec les guerres et les avancées technologiques, le climat global s'est grandement réchauffé. L'écosystème terrestre est totalement déréglé et des centaines d'espèces animales et marines sont menacées. Heureusement, grâce au génie de l'Empire ainsi qu'à leur travail acharné et les subventions de l'État, en 2026, l'Empire français présente au monde la fusion nucléaire par générateur plasma. Une énergie verte, inépuisable et capable de fournir de l'énergie à l'Empire ainsi qu'au monde pour l'éternité. L'humanité entre dans une quatrième révolution industrielle avec les fameuses centrales à plasma made in France. L'Empire de France sort enfin de ses crises politiques, sociales et économiques. Le peuple français, traumatisé par les guerres et les changements de régime, peut enfin voir l'avenir avec espoir et confiance. Leur nouveau dirigeant, Napoléon VI, maintient son État en paix. Il est lui aussi un passionné de l'espace, mais finance des projets légalement. Sous son règne, les Français pourront de nouveau manger à leur faim et profiter de l'énergie des centrales à plasma. L'Empire a créé en 2029 la Commission de la paix, une alliance entre toutes les puissances nucléaires du monde afin de maintenir la paix et de ne plus jamais faire usage de la bombe atomique, un peu à la manière de l'ONU dans notre monde. La conquête spatiale reprend de plus belle et l'avenir de l'Empire semble radieux après tous ces péripéties. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo, mes chers sujets. J'espère qu'elle vous aura plu, elle m'a pris beaucoup de temps à faire. Abonnez-vous, likez et commentez, ça me fait très plaisir. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.